Salut à toi l'investisseur et bienvenue dans ce 5e épisode de cette formation Comment maîtriser le marché du Forex. Dans l'épisode précédent, on a plus parlé de mon état d'esprit et un petit peu de psychologie vis-à-vis du trading. Et c'est dans cette vidéo-là que je vais présenter ma stratégie vraiment d'analyse technique et on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, dans le concret, en partage d'écran sur le logiciel MetaTrader 4. La stratégie que je présente dans cette vidéo et que j'ai nommée le squelette de seuil est une stratégie vraiment que j'applique pour mon style de trade, surtout pour du scalping et de l'intraday. Il faut bien évidemment que vous l'adaptiez et que vous la personnalisiez avec votre style de trading et votre psychologie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira et que vous trouverez les informations que vous recherchiez et que vous comprenez comment un peu fonctionne une stratégie chez un trader. De la même façon, vous comprendrez dans la vidéo qu'il s'agit ici d'une analyse sur le court terme et donc qui correspond à un produit financier bien particulier. Donc il faut comprendre que ici, je trade sur le Forex et sur la paire de devises euro-USD, et évidemment cette stratégie peut être complètement à revoir sur une autre valeur. Cependant, les concepts restent les mêmes et en tout cas la méthodologie par exemple du top to bottom que l'on m'a présenté dans cette vidéo peut fonctionner évidemment sur d'autres produits financiers ou sur d'autres titres, comme même les actions. Voilà, petite introduction terminée, on se retrouve maintenant en partage d'écran sur mon ordinateur. A de suite. On se retrouve donc comme promis sur mon ordinateur en partage d'écran sur le logiciel d'analyse MetaTrader 4 qui est un logiciel d'analyse gratuit si vous fonctionnez avec un broker partenaire du logiciel. Pour mon cas, mon broker c'est Vantage FX et il me permet donc du coup d'avoir accès au logiciel MetaTrader 4 de façon gratuite. Je peux donc passer mes ordres ici sur la plateforme directement sans avoir à chaque fois à aller sur le site internet de mon broker ou par téléphone. Le logiciel me permet donc d'afficher mes courbes des valeurs qui m'intéressent, de faire mon analyse graphique, mon analyse technique avec des indicateurs qui sont déjà présents sur le logiciel et puis ensuite de passer mes ordres en conséquence. Je vais donc ici vous présenter un petit peu mon setup que j'ai enregistré et qui me sert à faire mon analyse technique et puis ensuite on parlera de ma stratégie que j'ai baptisée squelette de seuil. Je rappelle ici que pour ouvrir une valeur, il suffit de se rendre dans créer un nouveau graphique et de sélectionner celle qui vous intéresse. Ensuite, une fois que vous allez sélectionner votre affichage, il vous suffit d'aller dans arranger les fenêtres les unes à côté des autres pour que votre écran se scinde de façon à que chaque écran ait des dimensions similaires. Pour mon cas, quand je voyage et que je trade sur un seul écran, je le divise en 3 différentes parties et ensuite j'y associe des timetables, c'est-à-dire des échelles différentes. Pour le cas de l'euro-USD, ici, je pars de la gauche avec les timetables les plus grandes jusqu'à droite avec les timetables les plus courtes. Mon écran de gauche ici varie ou glisse plutôt entre H1 et D1. Celle du milieu ici concerne M15 et M30 et ici à droite M5 et très rarement M1. Je rappelle qu'une fois que vous avez paramétré toute votre configuration, votre setup, il vous suffit d'aller ici dans les profils pour l'enregistrer en tant que profil pour ensuite ne pas avoir à le refaire à chaque fois que vous vous connectez sur la plateforme. De la même façon, je veille toujours à que le cours soit décalé du bord droit ici pour rendre mon analyse technique beaucoup plus lisible. Pour cela, j'utilise l'outil décaler la fin du graphique du bord droit et cela va rendre la lecture beaucoup plus fluide, vous allez le voir. Commençons sans plus tarder mon analyse en top to bottom. Pourquoi top to bottom? Tout simplement parce qu'on va partir de la plus grande timetable à la plus courte. Et on va venir créer ce squelette de seuil, c'est-à-dire des supports, des résistances et des droites de tendance sur chacun de ces graphiques. Les indicateurs techniques, je les présenterai juste après, ils vont plutôt servir à valider les signaux des opportunités qui auront été données grâce au squelette de seuil. Sans plus tarder, partons du D1. Alors mon D1, si je le dézoome, il me permet d'avoir accès vraiment à une courbe qui est très ancienne, qui peut aller ici jusqu'en janvier 2018. Cependant, je ne vais pas me fatiguer à créer des seuils, à tracer des seuils qui sont anciens comme ça, tout simplement déjà 1 parce qu'ils sont trop éloignés du cours actuel, et puis 2 parce qu'ils ont tout simplement perdu de la force avec leur ancienneté. Ici je m'approche donc, je zoome et je reviens avec un point de départ en janvier 2019. La gauche de mon écran est donc la valeur du cours il y a environ 4-5 mois. Je vais donc m'empresser de tracer ici ma droite de tendance résistante et ici ma droite de tendance support, en veillant bien à que les deux soient parallèles pour avoir encore plus de force. Ici, on voit bien qu'on s'inscrit donc dans une tendance baissière et qu'à vue d'œil déjà, il semblerait qu'on attaque une petite tendance haussière imbriquée dans cette grosse tendance baissière.
Cependant, élément important à voir, c'est que cette fois-ci, on a rebondi sur un support assez récent au lieu de venir rebondir sur notre droite de tendance support. Il peut donc s'agir tout simplement d'une petite correction à la hausse ici qui va être suivie d'une grosse baisse pour revenir avoir un contact avec la droite de tendance support ici en bleu. En plus de ce seuil horizontal en rouge que j'ai tracé, je vais m'empresser de tracer celui-ci, ainsi que celui-ci, et celui-ci qui est un peu plus ancien. Je vais donc le mettre en pointillé pour me rappeler qu'à son approche, je lui donnerai un peu moins de valeur que les autres. Mon squelette de seuil est à peu près déjà construit en D1. On voit que mon cours d'ailleurs arrive dans une zone de travail ici et qu'il est très intéressant d'observer qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va le franchir ou est-ce qu'au contraire on va rebondir et venir chercher cette baisse sur ce trait bleu. Je viens zoomer avec ma timetable en H4 pour essayer de voir le cours avec un peu plus de précision. Et voilà, on retrouve ma droite de tendance résistance et ma droite de tendance support et mon canal. On voit où je me positionne un peu mieux sur mon canal et on va essayer de déterminer d'autres seuils qui seraient potentiellement intéressants. Il y en a un ici que je laisse en pointillé car il a eu beaucoup moins de zones de contact. Et encore une fois, un ici qui me semble assez intéressant et qu'on va voir lorsqu'on va passer en H1. C'est ce que je fais sans plus tarder. Je passe en H1 et je vois ici que ce support qui a ensuite été résistance a joué son rôle assez bien et il a eu 1, 2, 3 zones de contact en tant que support, puis 1, 2, 3, 4 zones de contact en tant que résistance. De plus, ce seuil étant assez récent, je lui accorde donc de l'importance et je le remets en trait continu. Il semblerait voilà que mon squelette soit déjà assez bien formé. Maintenant, je vais essayer de voir la tendance en cours ces derniers temps, en H1. On s'aperçoit clairement qu'on est dans une tendance haussière, qui est donc inscrite dans une tendance majeure baissière. Cependant, je vais quand même tracer notre canal de tendance, et je m'aperçois qu'il serait très difficile, ici, de tracer un canal de tendance résistance. Je l'enlève donc, et je me rends compte qu'on a affaire à une configuration technique assez intéressante. En remontant cette petite résistance, on se rend compte qu'on a affaire à un triangle résistant haussier. Il s'agit d'une configuration technique assez importante qui nous laisserait penser que le cours viendrait briser cette résistance à la hausse pour de nouveau entamer la hausse de la semaine. Quel indicateur j'ai choisi sur ma timetable la plus grande? Ici, j'ai une accumulation distribution que j'utilise seulement en D1. Cette accumulation distribution, elle me permet de faire le lien avec le contexte économique dans lequel on est en ce moment. Si je dézoome bien, je me rends compte que depuis 1 an et demi, le dollar s'est renforcé par rapport à l'euro. Je vais utiliser en fait cette information surtout en termes de divergence. Si l'accumulation distribution venait à de nouveau être croissante, j'interpréterais ça comme une divergence et qu'un retournement est vraiment à prévoir. Donc l'accumulation distribution, je l'utilise que très peu en scalping, mais je garde toujours un œil dessus. Ici ensuite, on retrouve mon RSI 14, donc sur 14 périodes. Si on le regarde en D1, il s'agit des 14 derniers jours, mais je l'utilise clairement le plus souvent en H4. Donc ici, il s'agit des 14 dernières 4 heures en fait. Le RSI, c'est tout simplement un calcul qui est fait sur les DMI- et les DMI+, qui prennent en compte en fait les plus hauts et les plus bas réalisés précédemment. Je vois que mon RSI 14 ici, sur mon H4, il respecte généralement assez bien ses seuils 70 et 30 et rebondit assez efficacement dessus. Il viendra donc valider mes signaux si mon squelette de seuil nous a donné une opportunité. Cependant, on voit qu'il y a eu quelques exceptions. Ici, on a eu un RSI qui est venu se gonfler au-dessus des 80 et ici, un RSI qui est venu se dégonfler autour des 17. Je rappelle encore une fois que mes indicateurs ne me servent pas à me positionner, ils servent seulement de validation de signaux ou au contraire les mettre en doute. Passons maintenant à mon M15. Ici mon M15 clairement il représente le cours en un peu plus zoomé. Ici si on se positionne en H1, hop, et qu'on recule un petit peu, on se rend compte ici que notre M15 représente cette dernière variation avec cette baisse, cette hausse et cette consolidation.
On l'aperçoit ici d'ailleurs sur notre M15, notre triangle résistance, hop, qui est ici et qu'on va venir redessiner avec plus de précision. Notre droite de tendance support est dessinée. Hop, on met notre résistance et il s'avère que notre résistance, en plus d'être visuelle, est psychologique tout simplement car elle est autour des 1.12500. Il s'agit donc d'une résistance qui est assez forte car en plus de ses points de contact, elle a une valeur qui est ronde. Sur mon M15 du coup, je me rends compte qu'on est dans une phase vraiment intéressante techniquement et qui est à suivre avec le plus d'attention. Ici, on s'approche de la fin de notre triangle résistance, donc il s'agit surtout d'une phase d'observation. Il va falloir voir si on vient plutôt briser notre droite de tendance haussière ou plutôt briser notre résistance à la hausse. J'y associe à ce M15 un RSI 14, encore une fois, donc les 14 dernières 15 minutes, qui fonctionne généralement aussi assez bien avec des gonflements qui se stoppent autour des 70 et des dégonflements autour de la zone de survente des 30. Cependant, il faut se méfier de ce RSI, plus la timetable est courte, moins il aura de valeur. Je vais donc accorder plus d'importance à mon RSI ici en H1 ou H4 plutôt qu'à mon RSI ici en M15. Celui-ci va surtout me permettre de valider mes opportunités de correction. Le sens de trading que j'aurai déterminé grâce à mon squelette de seuil et de tendance en H1 ou en H4 ou en D1 va me permettre de déterminer la direction dans laquelle je vais trader en scalpant. Ici, je vois donc en H1 que je suis plutôt dans une phase haussière de court terme. Je vais donc plutôt ouvrir des positions à la hausse et plutôt chercher du profit sur des positions haussières. On voit donc ici que ma droite de tendance support a eu extrêmement de force ces derniers temps et elle a eu 1, 2, 3, 4 rebonds qui se sont vraiment écrasés et qui ont rebondi très efficacement avec des objectifs de pipe toujours intéressants pour le scalping. Comment maintenant je vais essayer de rassembler les informations qui vont me permettre de prendre des positions? Déjà, tout simplement, avec le sens de trading que j'ai déterminé, je sais que je vais plutôt réaliser mes positions sur les rebonds de ma droite de tendance support en me positionnant à la hausse, c'est-à-dire dans le sens de trading qui m'a été donné par ma timetable la plus grande. Ensuite, je vais valider ces signaux de mon squelette de seuil avec mes indicateurs techniques. Ici, c'était très intéressant car mes bandes de Bollinger étaient très resserrées. Les bandes de Bollinger, je rappelle, c'est composé de moyennes mobiles et d'une moyenne mobile plus 2 fois l'écart type et moins 2 fois l'écart type, de façon à que le cours ait 98% de chance de se trouver dans ces zones. Le fait est que quand l'écart type devient de plus en plus petit et que les taux se resserrent autour de la moyenne mobile, cela nous laisse présager qu'une explosion, c'est-à-dire plutôt une grosse variation du cours, est à prévoir. Ne serait-ce que le signal qui m'a été donné par ce resserrement des bandes de Bollinger plus mon rebond sur ma droite de support aurait été une opportunité très intéressante à trader. Cependant, on voit que mon RSI ici était encore assez haut, autour des 50, il était tout de même quand même assez gonflé pour une opportunité haussière. Ce qui m'aurait laissé un petit peu de doute et qui m'aurait permis d'adapter mon sizing en conséquence. J'aurais donc pas forcément envoyé le paquet. De la même façon ici, on voit qu'en bas, j'ai un autre indicateur qui s'appelle le Awesome Oscillator, qui est donc un oscillateur sur moyenne mobile. Il s'agit en fait tout simplement d'un indicateur qui fait la différence entre deux moyennes mobiles linéaires et qui nous permet d'analyser ces croisements avec le zéro comme le croisement de deux moyennes mobiles de périodes différentes. J'interprète donc surtout cet indicateur avec ses croisements avec la ligne du zéro, si elle est croisée à la hausse plutôt comme une phase haussière qui commence, et quand il croise à la baisse, quand il croise par le haut, plutôt une phase baissière qui démarre. Évidemment, comme il s'agit de moyenne mobile, on est toujours avec un extrême retard, mais ça n'empêche que ce signal va toujours être intéressant pour faire quelques gains. En tout cas, en scalping, ça reste intéressant. Vous pouvez régler les périodes de votre Awesome Oscillator dans les paramètres, ça, il n'y a aucun souci. En tout cas, voilà, si on devait étudier les trois signaux qu'on a ici, les trois opportunités, celle-ci était pas mal avec nos bandes de Bollinger resserrées et notre rebond sur notre droite de tendance support. Ici, on vient rechercher notre droite de tendance support, qu'on pourrait d'ailleurs un peu plus coller de cette façon-là.
Et on se rend compte ici aussi qu'on avait un RSI assez faible. Cependant, à ce moment-là, on avait quand même une bande de Bollinger qui était assez large. Cependant, j'essaie de développer dans ma stratégie une règle qui consiste à dire que lorsque 3 chandeliers ferment en dehors de mes bandes de Bollinger, en tout cas en M15, cela signifie qu'un retournement éminent est à prévoir. Et il s'avère que jusqu'à maintenant, ça a assez bien fonctionné. Alors par exemple, ici, on a plusieurs chandeliers, ici 1, 2, 3, même après 4 qui ont clôturé en dehors de nos bandes de Bollinger, à l'approche en plus de notre droite de tendance support. Tout me semblait bon pour dire que la tendance baissière est arrivée en fin de course et qu'il était temps de repartir à la hausse. On a donc ici déterminé quelques opportunités qui auraient été bonnes à trader. Cependant, attention, mon sens de trading est haussier, donc je ne vais pas chercher à jouer les corrections ici à la baisse. Tout simplement parce que c'est bien trop dangereux, je ne saurais pas quelle forme elles auront, à quel moment elles vont s'arrêter. En tout cas, il faut faire vraiment attention à ça parce qu'on peut très bien aussi avoir un triangle de doute qui va se dessiner plutôt qu'un triangle de résistance. C'est très délicat de jouer les corrections parce qu'on ne sait jamais à quel moment elles vont s'arrêter. Pour cela, je vais plutôt utiliser les retracements de Fibonacci qu'on va voir juste après en M5. En tout cas, par exemple, si ici on avait commencé à vendre, le cours aurait très bien pu rebondir sur notre MM20 ici et repartir à la hausse, tout simplement parce que nous sommes dans une tendance plutôt haussière. C'est pour ça qu'il est vraiment important de trader dans le sens qui nous a été donné par la timetable la plus grande, en tout cas ici en H1. Ici, si je dézoome un petit peu, je m'aperçois que mon cours vient de briser tout simplement ma droite de tendance support à la baisse. Elle l'avait fait une première fois, et là ici c'est la deuxième fois que ça arrive. On a donc ici affaire vraiment à une petite période qui va être baissière et qui va sûrement aller chercher le début de notre triangle. Ici, en 1.121. Évidemment, tous les supports qui ont été dessinés entre-temps vont avoir de l'importance. Il va donc y avoir différents seuils à surveiller pour ce qui va se passer plus tard. En tout cas, il semblerait que le triangle résistance se transforme en phase de range pendant lequel le cours va continuer à évoluer dans cette zone-là. On garde toujours en tête que notre cours peut venir chercher ici notre droite de tendance support qu'on voit en bleu en bas de l'écran. C'est vrai que si on dézoome encore une fois en D1, on s'aperçoit que notre cours n'est pas venu rebondir. On garde donc toujours nos précautions. Ici, il semblerait qu'on ait plus affaire en M15 à une phase de range qui se mettrait en place. En phase de range, je vais donner beaucoup d'importance à mon RSI, en tout cas beaucoup plus qu'en phase de tendance haussière ou baissière. Tout simplement parce que notre cours va vraiment osciller entre un plus bas et un plus haut dans une espèce de boîte. Cette boîte, elle est extrêmement intéressante à trader en scalping. On va donc voir sur quel support notre cours va venir rebondir et ce support-là va vraiment avoir du coup de l'importance et va définir notre boîte de range. Alors mon M5, à quoi il me sert ? Pourquoi lui il est vierge d'indicateurs ? Tout simplement parce que j'en utilise qu'un seul dessus, il s'agit des retracements de Fibonacci. Par exemple ici, si je me décale et que je prends en compte ici cette phase haussière qui a eu lieu entre le 4 avril à minuit et le 4 avril à 3 heures, et que je dessine mes retracements de Fibonacci, tac, entre mon plus bas et mon plus haut pour avoir l'intégralité de la hausse, je vois que la correction ne s'est pas arrêtée anodinement à un point quelconque. Elle s'est arrêtée évidemment au 61.8. Les seuils auxquels j'accorde le plus d'importance dans ces cas-là sont le 38.2, 50 et 61.8. Il faut savoir que les retracements de Fibonacci ont été développés à partir du nombre d'or. Ce nombre d'or est né grâce à des règles d'esthétisme dans le monde des mathématiques et dans la nature en général. Donc il faut savoir qu'en fait, sans faire exprès, l'œil humain va reprendre des positions sur ces seuils-là. C'est ce qui se passe le plus souvent. On a souvent des rebonds intéressants aux alentours des 50 ou des 61.8. En tout cas, si la rupture est franche après les 61.8, le cours va forcément venir chercher les 100%. C'est d'ailleurs ce qu'on voit ici, notre 61.8 ici a été brisé. On s'attend donc à avoir un cours qui vient au moins atteindre ici le W, c'est-à-dire le double down qui a déjà été atteint le 4 avril à minuit. En plus de mon squelette de seuil que j'ai dessiné sur les deux timetables de ma gauche, mon retracement de Fibonacci sur mon M5 vient me donner encore plus d'opportunités financières de scalping. Il vient surtout me dire à quel moment les corrections vont rebondir et repartir à la hausse. Ici, on a un exemple extrêmement intéressant de ce que je vous disais tout à l'heure face caméra, qui est ne pas trader ou en tout cas être très vigilant pendant les périodes d'ouverture des marchés.
Ici, on voit qu'à l'ouverture française, on a eu une bougie complètement démentielle d'une vingtaine de pipes en quelques instants. C'est exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure. En plus, cette bougie était dans le sens inverse de la configuration technique de notre triangle de résistance de continuation haussière. Il est donc vraiment important d'éviter ces moments de trade et d'avoir toutes vos positions qui sont clôturées avant l'apparition de cette bougie. Encore une fois, on respecte une de nos autres règles d'or qui n'était de ne pas passer de trade au début d'une bougie H1. Et là, cette bougie en M5 est l'ouverture en fait de notre bougie H1 de 8 heures. Il faut donc y faire très attention. En plus de l'ouverture, il s'agit d'une bougie H1, elle était vraiment à éviter. Je vais maintenant vous présenter le seul indicateur que j'utilise en M5, il s'agit de ma MACD. Il existe des dizaines de façons d'analyser la MACD et j'en utilise qu'une seule. Il s'agit du croisement de la MACD avec son signal. Je rappelle que la MACD est la différence de deux moyennes exponentielles de très court terme, ici pour le cas 12 et 26. Le signal, quant à lui, est une moyenne exponentielle de période 9, c'est-à-dire une période beaucoup plus courte. Cette différence de moyenne exponentielle qui croise cette autre moyenne exponentielle est donc un signal assez intéressant. On le voit ici là où je clique que ma MACD a croisé à la hausse mon signal et qu'il s'agissait vraiment d'un signal d'achat très intéressant. Un peu plus tard, ma MACD recroise ce signal à la baisse et on a vraiment une fermeture de position qui nous est donnée. On voit ici que si on avait ouvert une position et qu'on l'avait fermée quand notre MACD croisait de nouveau notre signal à la baisse, on aurait eu un profit très intéressant d'une quarantaine de pips ici. Cependant, encore une fois, la MACD n'est pas à considérer toute seule, il faut d'abord privilégier l'analyse graphique et puis ensuite valider nos signaux grâce à notre analyse technique. Encore une fois, ici on se trouve en live et on voit qu'on a vraiment une volatilité extrême autour de l'ouverture des marchés français et des marchés anglais. C'est donc une période qui est extrêmement volatile et qu'il est vraiment à éviter en termes de scalping. Quelque chose qui est très tentant de faire lorsqu'on démarre le trading, c'est de prendre les corrections des grosses bougies, c'est-à-dire essayer de voir à quel moment celle-ci s'arrête et de reprendre la position dans le sens opposé à la fin de cette dernière. C'est une affaire extrêmement délicate qui peut rapporter beaucoup d'argent de manière exceptionnelle, mais qu'il faut éviter sur le long terme. Tout simplement parce que des fois il peut s'avérer que cette prise de position dure dans le temps et qu'au final le sens emprunté par cette grosse bougie continue par la suite et vous ruine complètement votre solde. En tout cas, voilà pour ce qui est de la construction du squelette de seuil en analyse top to bottom. On sera parti du D1 et on aura fini en M5 et vous aurez donc un petit peu plus compris comment fonctionne ma stratégie, comment je détermine les opportunités et comment je leur accorde de la valeur. Maintenant, il serait intéressant un petit peu de parler de sizing et de gestion de capital, c'est-à-dire avec quel nombre de lots vous allez ouvrir votre position. Cette notion, je ne vais pas faire tout un cours dessus, ça va être abordé dans la formation. En tout cas, sachez que je respecte une règle avec ma stratégie, c'est d'engager en marge d'entretien seulement environ 5 à 10% de mon solde de départ, si je suis pour le coup en effet de levier 500. Ce qui signifie par exemple que si j'ai un capital de 200 €, je vais seulement engager 20 € qui correspond à 10% au maximum, et en effet de levier 500, ça correspond à une marge d'entretien d'un mini-lot. Évidemment, je ne vais pas ouvrir à chaque fois une position avec un mini-lot directement. Je vais parfois seulement, suivant la qualité de mon signal, ouvrir seulement un 5 micro-lot, c'est-à-dire un 0.05. De la même façon, il va m'arriver d'engager plus d'argent en marge d'entretien, comme par exemple 5 mini-lots, même avec un capital de 200 € seulement. À ce moment-là, si je fais ça, c'est vraiment pour profiter d'une opportunité très puissante. Dans ce cas-là, je mets un stop-loss extrêmement serré. Un exemple ici, si j'avais joué ce rebond qu'on voit sur notre droite de tendance support avec un RSI qui était assez faible et un Awesome Oscillator qui devenait croissant, eh bien j'aurais engagé par exemple potentiellement 2 mini-lots, 3 mini-lots et j'aurais mis un stop-loss ici extrêmement serré qu'on voit en rouge que je vais mettre hop en bleu de suite et en gras. Voilà ma barre horizontale bleue qui aurait été potentiellement mon stop loss pour la prise de position ici. J'aurais mis ce stop loss en fait visuellement de façon à que si ma droite de tendance est brisée à la baisse, ma position se ferme. À ce moment-là, cela me permet, tout en réduisant mon risque avec un stop loss assez serré, de pouvoir engager un peu plus d'argent et d'avoir un PIP qui prend beaucoup plus de valeur. Donc respectez vraiment bien votre sizing avec cette règle des 5 à 10% de votre solde total engagé en marge d'entretien au maximum. Cependant, si vraiment vous avez une opportunité qui vous semble bonne, mettez-vous un stop loss très serré et à ce moment-là, vous pourrez bénéficier d'une variation de PIP un peu plus intéressante.
Encore une fois, psychologiquement, il est extrêmement important de ne pas faire de martingale, c'est-à-dire de ne pas engager un capital double ou en tout cas une position double suite à une perte. Imaginons que ce stop loss aurait été touché par ma position, c'est-à-dire que le cours aurait transpercé cette tendance à la baisse, et bien tout simplement je vais laisser passer cette opportunité. Voilà, j'ai voulu engager de l'argent et jouer cette position à la hausse, je l'ai raté, et bien je vais attendre qu'une nouvelle opportunité se présente. Je ne vais pas rouvrir une position dans la foulée avec un capital supérieur pour rattraper la perte que je viens d'encaisser. Je vais tout simplement assumer ma perte et attendre qu'une nouvelle opportunité se présente et que mon cerveau soit de nouveau beaucoup plus lucide. Voilà en tout cas pour ce qui est de toute la stratégie qui concerne le squelette de seuil. J'espère que ça vous aura plu et que vous saurez adapter cette technique et cette stratégie à votre style de trading. Cette stratégie est vraiment à personnaliser en fonction de chacun et en fonction de votre expérience sur les marchés. Vous pouvez par exemple utiliser un indicateur dans lequel vous avez vraiment confiance et qui a très bien fonctionné pour vous. Si vous avez la moindre question sur cette stratégie ou un des indicateurs que j'ai utilisés, si vous voulez en savoir plus sur ma méthode de trading, vous pouvez directement me contacter sur les réseaux sociaux sur Etienne Investissement qui est ma page Instagram. Vous pourrez plus tard me retrouver sur mon site internet qui est encore en développement qui s'appelle L'Investisseur. Je vous souhaite une excellente aventure sur le monde des marchés et je vous retrouve en face caméra pour conclure cette vidéo. Voilà, merci à vous tous d'avoir pris ce temps de vous former, d'avoir écouté des gens qui sont spécialistes dans certains domaines pour pouvoir vous auto-former et faire de vous quelqu'un qui peut trader par lui-même de façon autonome. En tout cas, voilà, ça a été un plaisir d'intervenir ici dans cette formation et j'espère que cette petite parenthèse avec moi vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que ma stratégie, vous allez vous l'adapter, l'apprendre, l'essayer et qu'en tout cas votre aventure dans les marchés financiers soit la meilleure possible. Voilà, encore une fois, avant de nous quitter, j'aimerais que vous fassiez vraiment attention et que vous évoluez sur vous-même, que vous fassiez attention à tout l'aspect psychologique, rapport à l'argent qu'il y a derrière cette passion du trading. Contrôlez votre dopamine, voilà, contrôlez vos émotions pour essayer pas de devenir un robot non plus parce que évidemment c'est ces émotions-là qui vont faire de vous un trader rentable. Mais en tout cas, essayez d'avoir le plus de plaisir sur les marchés et d'avoir le plus de rentabilité et de profit possible. Ciao, ciao!